Mon père a vidé mon fonds d'études, pour payer les dettes de jeu de mon frère. Maman a dit, Kevin en a plus besoin que toi. Quand je suis allé à la banque pour clôturer mon compte, le directeur m'a pris à part et a murmuré, vous devez voir ça. Mes parents ne s'attendaient absolument pas à ce qui allait suivre. L'enveloppe est arrivée un mardi après-midi, fin août, soit 3 semaines avant que je ne doive commencer ma première année à l'université de Georgetown. J'avais travaillé pour ce moment depuis le collège, maintenant une excellente moyenne générale, tout en jonglant entre le conseil des élèves, le club de débat, et des gardes le week-end à la librairie du coin. Être accepté à Georgetown, c'était comme une consécration, une revanche pour chaque nuit blanche passée à étudier, pendant que mon frère aîné, Kevin, faisait la fête à l'université locale, avant d'abandonner complètement ses études. Mes mains tremblaient en ouvrant la lettre du bureau d'aide financière. Le message était bref, et dévastateur. Ma contribution familiale attendue n'avait pas été reçue, et sans un paiement immédiat, mon inscription serait annulée. Je l'ai lu 3 fois, avant que les mots ne prennent tout leur sens. J'ai trouvé maman dans la cuisine, en train de couper des légumes pour le dîner, avec une précision mécanique. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Maman, Georgetown dit que le paiement des frais de scolarité n'est jamais passé. L'argent de mon fonds d'études aurait dû être transféré la semaine dernière. Le couteau s'est immobilisé sur la planche à découper. Elle l'a posé lentement, s'essuyant les mains sur son tablier, avant de finalement croiser mon regard. La culpabilité, lisible sur son visage, m'a tout dit avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Ma chérie, il faut qu'on parle. Ton père et moi avons pris une décision difficile. Mon estomac s'est noué. Quelle décision? Kevin a eu des ennuis. De sérieux ennuis. Il doit de l'argent à des gens très dangereux. Et si on ne l'aidait pas, sa voix s'est éteinte, alors qu'elle cherchait ma main. Je me suis reculé. À quel point, des ennuis? 47 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. 47 000 €. La totalité de mon fonds d'études, constitué sur 18 ans, grâce aux cadeaux d'anniversaire de mes grands-parents, aux économies de mes jobs d'été, et aux dépôts mensuels que mes parents m'avaient promis depuis ma naissance. Il a tout perdu au jeu, n'est-ce pas? Ma voix est sortie, plate et sans émotion. Le silence de maman a confirmé ce que je savais déjà. Kevin avait toujours eu un problème avec les paris sportifs, les parties de poker, les tickets à gratter. Ça avait commencé modestement au lycée, puis ça s'était aggravé, une fois qu'il avait eu 21 ans et un accès légal au casino. Mes parents l'avaient déjà renfloué 2 fois auparavant, pour des montants plus faibles, qu'ils qualifiaient de prêts, mais qui n'avaient jamais été remboursés. Où est papa? Il est au travail, ma chérie. Écoute, on va trouver une solution. Tu peux prendre une année sabbatique. Postuler à d'autres bourses. Peut-être commencer dans une université locale, comme Kevin l'a fait. Kevin a abandonné au bout d'un semestre, les jeux interrompus. Je ne suis pas Kevin. Je sais que tu es contrarié, mais la famille passe avant tout. Kevin a plus besoin de cet argent que tu n'as besoin de Georgetown, en ce moment. Il y a d'autres écoles, d'autres opportunités. Le mépris désinvolte pour tout ce pourquoi j'avais travaillé à allumer quelque chose de froid et de furieux en moi. Kevin en a plus besoin que toi. Les mots résonnaient dans ma tête, alors que je m'éloignais d'elle, attrapant mes clés de voiture, pour me rendre à la Riverside National Bank. Monsieur Patterson dirigeait l'agence depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est lui qui m'avait aidé à ouvrir mon premier compte d'épargne à 7 ans, pour y déposer le billet de 20 € que mon grand-père m'avait donné pour mon anniversaire. Il m'a reconnu immédiatement, quand je me suis approché de son bureau. Mademoiselle Brennan, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je dois clôturer mon compte d'études. Une lueur a traversé son visage, un mélange d'inquiétude et de ce qui semblait être de la reconnaissance. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, avant de baisser la voix. Avant de faire ça, pourriez-vous entrer dans mon bureau un instant? Il y a quelque chose que vous devez voir. Perplexe, je l'ai suivi dans la petite pièce vitrée. Il a fermé la porte et a affiché quelque chose sur son écran d'ordinateur, l'inclinant pour que je puisse voir. Des relevés de transactions remplissaient l'écran, remontant à plusieurs mois. Je ne devrais pas vous montrer ça, mais je vous connais depuis que vous êtes toute petite, et ce qui se passe ici n'est pas juste. Son doigt a parcouru la liste. Ces retraits ont commencé en mars. 5 000 ici, 3 000 là, encore 7 000 en juin. Quelqu'un a systématiquement vidé ce compte, depuis des mois.
J'ai examiné les dates et les montants. 15 mars, 2 avril, 20 mai, 8 juin, 3 juillet, 11 août. Le dernier retrait, effectué il y a à peine 4 jours, avait réduit le solde à 0. Mais je n'ai jamais autorisé aucun de ces retraits. Le compte exigeait ma signature pour les retraits de plus de 500 €. Monsieur Patterson a sorti un dossier et l'a fait glisser sur son bureau. À l'intérieur, des bordereaux de retrait, chacun portant une signature qui ressemblait remarquablement à la mienne, mais qui ne l'était pas. L'imitation était bonne, mais je pouvais repérer les différences dans certaines lettres, la façon dont le M et le B formaient des boucles différentes de mon écriture naturelle. C'est votre père qui a fait ces retraits. Il est cotitulaire du compte, puisqu'il a été ouvert quand vous étiez mineur, ce qui lui donnait techniquement un accès légal. Cependant, la politique de la banque exige une notification au titulaire principal pour les retraits dépassant 1000 €. Ces notifications auraient dû être envoyées à l'adresse email enregistrée. Je n'ai jamais reçu aucune notification. Il a cliqué sur plusieurs écrans. L'adresse email a été modifiée en février. Est-ce que cette adresse vous appartient? Il a pointé une adresse que je n'avais jamais vue, un compte Gmail générique qui n'était certainement pas le mien. La tromperie méthodique était, en quelque sorte, pire que le vol lui-même. Ce n'était pas un acte désespéré, commis dans un moment de crise. Mon père avait planifié cela depuis des mois, siphonnant soigneusement mon avenir, par petites touches, conçues pour passer inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Puis-je avoir des copies de tous ces documents? Absolument. Je vous imprime tout de suite. Monsieur Patterson s'est affairé avec l'imprimante, pendant que je restais assise, figée, à regarder les preuves de la trahison de mes parents. Mademoiselle Brennan, je suis vraiment désolé. Si je peux faire autre chose. En fait, oui. J'ai besoin de connaître mes options en matière de fraude et de contrefaçon. Son expression est devenue compatissante, mais sérieuse. Étant donné que votre père était techniquement cotitulaire du compte, des poursuites pénales seraient difficiles. Cependant, vous pourriez engager une action civile pour les signatures falsifiées et le changement de mail non autorisé. Je vous recommanderais de consulter un avocat. J'ai quitté la banque avec une enveloppe pleine de documents, et une clarté d'esprit que je n'avais jamais connue. Mon téléphone vibrait, des textos de maman me demandant où j'étais allé, disant qu'il fallait qu'on parle davantage, insistant sur le fait que je faisais tout un drame. Je les ai tous ignorés. Assise dans ma voiture sur le parking de la banque, j'ai affiché ma lettre d'admission à l'université sur mon téléphone. Georgetown était mon rêve depuis la seconde, quand ma professeure d'histoire, Madame Rodriguez, avait parlé de sa propre expérience là-bas. Elle avait décrit les rues pavées du campus, l'environnement académique rigoureux, les opportunités de stage dans les ambassades et les organisations internationales, juste là, à Washington DC. J'avais fait des recherches sur chaque programme, assisté à des sessions d'information virtuelles, passé des mois à perfectionner ma dissertation de candidature, sur mon désir de combler les fossés culturels par la diplomatie. L'admission était arrivée en mars, dans une enveloppe épaisse qui avait fait trembler mes mains en la sortant de la boîte aux lettres. Maman avait pleuré de joie. Papa m'avait serré dans ses bras, ce qu'il faisait rarement. Kevin avait marmonné félicitations, avant de retourner à son téléphone. J'avais eu l'impression que tout se mettait enfin en place, que des années de sacrifice et de travail acharné portaient enfin leurs fruits, en un moment parfait. Maintenant, ce moment semblait empoisonné, par le fait que, même à l'époque, papa avait déjà commencé à vider mon compte. Il m'avait serré dans ses bras, tout en sachant qu'il volait mon avenir. La cruauté de cet acte était sidérante. J'ai fait défiler mes textos, trouvant la conversation de groupe avec mes deux meilleures amies du lycée, Amy et Jenna. Elles étaient toutes les deux parties à l'université 2 semaines plus tôt. Amy dans une université d'État à 4 heures au nord, Jenna dans une petite université privée du Vermont. J'avais compté les jours avant de pouvoir les rejoindre dans cette nouvelle phase de la vie. Mes doigts ont survolé le clavier. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur dire? Mes parents ont volé mon fonds d'études pour mon frère accro au jeu, c'était trop brutal, trop humiliant. Elles se demanderaient pourquoi je ne l'avais pas remarqué plus tôt, pourquoi je n'avais pas vérifié le compte régulièrement. J'avais une confiance absolue en mes parents, n'imaginant jamais avoir besoin de vérifier qu'ils tenaient leurs promesses. Au lieu d'envoyer un message, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai transféré chaque euro de mon compte d'épargne personnelle vers un nouveau compte, que j'ai ouvert dans une autre banque. Ce n'était pas grand-chose, environ 3000 €, provenant de mon travail à la librairie et de quelques cadeaux d'anniversaire, mais c'était à moi,
et je ne prenais aucun risque. Le cabinet d'avocat de Patricia Winters était situé dans un immeuble en briques du centre-ville. Je l'avais trouvé grâce à une recherche rapide sur Internet et j'avais appelé depuis le parking. Elle avait eu une annulation et avait accepté de me voir immédiatement. Madame Winters était une femme d'une cinquantaine d'années, avec un regard perçant et une manière efficace. Elle a écouté sans m'interrompre, pendant que je lui exposais toute la situation, étalant les documents bancaires sur la table de conférence. Ce que vous décrivez est un abus de confiance manifeste, indépendamment du statut de compte joint, a-t-elle dit. Les signatures falsifiées et les changements de mail non autorisés démontrent une tromperie intentionnelle. Le défi est de prouver les dommages, au-delà de la perte monétaire. Et bien sûr, engager des poursuites contre vos parents est une décision importante. Je comprends, mais j'ai besoin de connaître mes options. Elle a exposé plusieurs possibilités. Nous pouvions envoyer une lettre de mise en demeure, exigeant le remboursement dans les 30 jours. Nous pouvions intenter une action en justice civile, pour le montant total plus les dommages et intérêts. Nous pouvions signaler la contrefaçon à la police, même si elle était d'accord avec M. Patterson sur le fait que les poursuites pénales seraient compliquées par le statut de compte joint. Il y a un autre angle à considérer, a dit Madame Winters, en se penchant en arrière dans son fauteuil. Vous avez mentionné que votre frère devait de l'argent à des gens dangereux. Si vos parents ont utilisé ces fonds pour rembourser des dettes de jeu illégales, il pourrait y avoir des implications juridiques supplémentaires. Au minimum, nous pourrions exiger par subpénat de savoir où cet argent est réellement allé. La consultation a duré 90 minutes. À la fin, j'avais signé une convention d'honoraires et autorisé Madame Winters à rédiger une lettre de mise en demeure. Les frais allaient prendre une part importante de mes économies, mais peu m'importait. Il ne s'agissait plus d'argent. Je suis rentré chez moi alors que le coucher du soleil peignait le ciel d'orange et de violet. La maison était sombre, à l'exception de la lumière de la cuisine. J'ai trouvé mes deux parents qui attendaient à table, les yeux de maman rougis par les larmes, l'expression de papa, dure comme la pierre. Où étais-tu, a-t-il exigé. Ta mère s'est fait un sang d'encre. À la banque. Puis j'ai rencontré mon avocate. Le visage de papa est devenu rouge. Ton avocate? Ne sois pas ridicule, Monica. Tu as 18 ans. Tu n'as pas besoin d'une avocate. Si, j'en ai besoin, quand quelqu'un falsifie ma signature sur des documents bancaires et vole 47 000 € de mon fonds d'études. La couleur a quitté son visage. Maman a poussé un petit cri de détresse. Cet argent était pour la famille. J'avais parfaitement le droit d'accéder à ce compte. Vous aviez un accès légal. Vous n'aviez pas le droit de falsifier ma signature, de changer mon adresse email sans permission, et de vider systématiquement un compte destiné à mon éducation. J'ai sorti des copies des bordereaux de retrait et je les ai posées sur la table. Ces signatures ne sont pas les miennes. Vous avez commis une fraude. Je suis ton père. J'ai pris une décision sur ce qui était le mieux pour cette famille. Non, vous avez encore choisi Kevin, plutôt que moi. Tout comme vous l'avez choisi quand il a détruit votre voiture, et que vous lui en avez acheté une nouvelle, alors que j'ai dû économiser pour la mienne. Tout comme vous l'avez choisi quand il s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse, et que vous avez payé son avocat, tout en me disant que je devrais contracter des prêts pour l'université. Tout comme vous l'avez choisi, à chaque fois qu'il a gâché sa vie. Maman pleurait ouvertement, maintenant. Monica, s'il te plaît. On peut arranger ça en famille. Vous avez détruit mon avenir pour ces dettes de jeu. Vous n'avez pas le droit de me faire la morale sur la famille. Papa s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu es égoïste et tu dramatises. Kevin était en réel danger. Ces gens l'auraient blessé. Alors Kevin aurait dû faire face aux conséquences de ses choix. Au lieu de ça, vous vous êtes assuré que ce soit moi qui y fasse face, à sa place. On te remboursera, a plaidé maman. Donne-nous du temps, et on remplacera chaque centime. Vous avez eu 18 ans. Vous aviez promis que cet argent était à moi, qu'il était sacré, que rien n'y toucherait, sauf mon éducation. Vos promesses ne valent rien. J'ai ramassé les documents. Mon avocate envoie une lettre de mise en demeure. Vous avez 30 jours pour restituer la totalité du montant, plus les intérêts. Si vous ne le faites pas, nous intentons une action en justice. Le rire de papa était rauque et amer. Tu poursuivrais tes propres parents? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Vous voulez dire,
après tout ce que vous avez fait pour Kevin? J'en ai fini d'être la personne responsable qui se fait punir pour ça. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. J'avais économisé de l'argent de la librairie sur un compte séparé, dont ils ignoraient l'existence. Assez pour le premier et le dernier mois de loyer d'un petit appartement. Georgetown était probablement perdu, mais je pouvais m'inscrire à l'université d'État, contracter des prêts, travailler à plein temps tout en étudiant. Ce serait plus difficile que le chemin que j'avais prévu, mais ce serait le mien. Mon téléphone a sonné alors que je remplissais ma deuxième valise. Le nom de Kevin s'est affiché. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Monica, c'est quoi ce bordel ?» a-t-il dit. Maman vient d'appeler, en pleurant, à propos d'avocats et de poursuites. « Tu vas vraiment détruire cette famille pour de l'argent ?» Je ne détruis rien. C'est papa qui l'a fait, quand il m'a volé pour couvrir tes dettes de jeu, je ne lui ai pas demandé de faire ça. Je gérais la situation. La gérer comment? En empruntant plus d'argent que tu ne pouvais rembourser? En faisant plus de paris pour essayer de te refaire? Le silence m'a répondu. C'est bien ce que je pensais. Écoute, je sais que j'ai merdé. Je me fais aider maintenant, je vais à des réunions, mais poursuivre papa et maman ne résoudra rien. Ça me rendra mon argent. Ça résout mon problème immédiat. Ils n'ont pas 47 000 € qui traînent, Monica. Si tu gagnes un procès, ils perdront la maison. Cette révélation aurait dû me faire culpabiliser. Au lieu de ça, je n'ai ressenti qu'un vague sentiment de justice. Ils avaient été prêts à sacrifier mon avenir sans hésitation. Maintenant, ils pourraient faire face à leurs propres conséquences. Ils auraient dû y penser avant de commettre une fraude. Mon Dieu, on dirait un robot. Quand es-tu devenue si froide? Quand j'ai réalisé que mes parents t'aimaient plus qu'ils n'aimaient mes rêves. J'ai raccroché avant qu'ils ne puissent répondre, et j'ai fini de faire mes valises. Maman a essayé de m'arrêter en sortant, m'attrapant le bras et me suppliant de reconsidérer, de penser à ce que je faisais à la famille. Papa s'est contenté de regarder depuis le seuil de la porte, son expression indéchiffrable. Je vais rester chez une amie, ai-je menti, ne voulant pas qu'il sache pour l'appartement. Mon avocate vous contactera. Le studio que j'avais trouvé était petit et peu meublé, mais il était à moi. J'ai passé cette première nuit assise par terre, à manger de la nourriture chinoise à emporter et à chercher mes options. L'université d'État avait des admissions continues. Je pouvais commencer en janvier, si je ne pouvais pas intégrer le semestre d'automne. Il y avait des bourses auxquelles je n'avais pas postulé, parce que je pensais que Georgetown était une certitude. Il y avait des chemins à suivre, juste différents de ceux que j'avais imaginés. Mon téléphone a sonné à 21 h. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce bien Monica Brennan? A demandé une voix de femme, professionnelle et prudente. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Linda Hartley. Je suis conseillère financière à l'université de Georgetown. J'ai reçu un appel assez affligeant de votre mère, cet après-midi. Mon estomac s'est serré. Qu'a-t-elle dit? Elle a expliqué qu'il y avait eu une urgence familiale, qui avait affecté votre capacité à payer les frais de scolarité. Elle était très bouleversée et a demandé s'il existait des fonds d'urgence ou une aide financière supplémentaire à laquelle vous pourriez prétendre. Linda a fait une pause. Cependant, certaines de ces affirmations ne collaient pas, alors j'ai consulté votre dossier. Votre candidature montrait des ressources financières importantes. Que s'est-il passé? L'inquiétude sincère dans sa voix a fait sauter un verrou en moi. Je me suis retrouvé à tout expliquer, les dettes de jeu, les signatures falsifiées, le vol systématique sur plusieurs mois. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé, a soupiré lourdement Linda. Ce n'est pas une urgence familiale. C'est de la violence financière. Malheureusement, nos fonds d'aide d'urgence sont assez limités, et généralement réservés à des situations médicales imprévues ou à des catastrophes naturelles. Je documente cette conversation dans votre dossier, mais je dois être honnête avec vous. Votre inscription sera automatiquement annulée le 30 septembre si le paiement n'est pas reçu. J'aimerais pouvoir faire plus. Je comprends. Merci d'avoir essayé. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone un long moment avant de le poser. Georgetown, c'était fini. Je devais l'accepter et aller de l'avant. Madame Winters a appelé le lendemain matin. La lettre de mise en demeure partira aujourd'hui,
par courrier recommandé. J'ai aussi fait quelques recherches sur la situation de votre frère. Savez-vous à qui il devait cet argent? Pas précisément, juste que mes parents les appellent des gens dangereux. J'ai un contact dans les forces de l'ordre qui pourrait être intéressé par cette information. Si l'argent de vos parents a servi à rembourser des dettes de jeu illégales, cela pourrait ouvrir des voies de recours supplémentaires. Seriez-vous d'accord pour que je fasse quelques recherches? Faites tout ce que vous avez à faire. Les frais juridiques s'accumulaient plus vite que prévu. Madame Winters m'avait demandé une provision de 2500 €, avec des horaires supplémentaires selon la complexité de l'affaire. Je lui avais donné 1500 € de mes économies, avec la promesse d'en donner plus dès ma prochaine paie. Cela signifiait que mon fonds d'urgence était presque épuisé, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. Le 30 septembre est arrivé. Mon inscription à Georgetown a été officiellement annulée. J'ai passé cette soirée dans mon appartement, m'accordant une nuit pour pleurer la perte de ce rêve, avant de me forcer à aller de l'avant. La candidature à l'université d'État était déjà envoyée. Je n'avais plus qu'à attendre. 3 jours plus tard, l'avocat de mes parents a répondu à la mise en demeure. Ils étaient prêts à négocier un plan de paiement, reconnaissant la dette, mais affirmant ne pas pouvoir payer la totalité immédiatement. Madame Winters m'a conseillé de ne rien accepter de moins que la somme totale, avec les intérêts. Les plans de paiement familiaux fonctionnent rarement, a-t-elle expliqué. Ils font quelques paiements, puis s'arrêtent, et vous êtes de retour à la case départ, sauf que maintenant, ils ont établi un remboursement partiel, ce qui peut compliquer le litige. Nous insistons pour un paiement intégral, ou nous engageons des poursuites. Je l'ai autorisé à rejeter l'offre de plan de paiement. Le procès a été intenté le 15 septembre. Maman a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. L'université d'État a accepté ma candidature tardive pour le semestre de printemps. Je me suis inscrite à un programme complet et j'ai pris des heures supplémentaires à la librairie. Ma superviseure, Madame Chen, avait toujours été gentille avec moi, et quand je lui ai expliqué ma situation en termes vagues, elle m'a donné plus de responsabilités et une petite augmentation. Vous êtes l'une des travailleuses les plus acharnées que j'ai jamais eues, a-t-elle dit. Quoi que vous traversiez, vous en sortirez plus forte. Je voulais la croire. Certains jours, la colère me faisait avancer, alimentant les sessions d'études tardives et les doubles services. D'autres jours, la perte semblait écrasante, non seulement celle de Georgetown, mais aussi celle de la famille que je pensais avoir. Ces jours-là, je devais me rappeler que la famille que j'avais imaginée n'avait jamais vraiment existé. J'avais vu mon enfance à travers un prisme déformant, me souvenant des bons moments tout en minimisant les innombrables fois où j'avais été mise de côté pour les drames de Kevin. Les mois entre septembre et janvier se sont fondus dans un brouillard de travail et de préparation. J'ai passé les examens de placement de l'université d'État en octobre et j'ai obtenu des notes suffisamment élevées pour obtenir 12 crédits de transfert, ce qui signifiait que j'entrerais en tant qu'étudiante de 2e semestre, plutôt que de tout recommencer à zéro. De petites victoires, mais j'avais appris à les apprécier. L'audience préliminaire était prévue pour fin octobre. Madame Winters m'avait prévenu que ce serait difficile d'affronter mes parents dans un tribunal. Elle n'avait pas tort. Maman avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, ses cheveux nouvellement striés de gris. La mâchoire de papa était si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir. Kevin était assis derrière eux, dans la galerie, me regardant avec un ressentiment non dissimulé. Je m'étais préparé à ce moment, ou du moins, je le pensais. J'avais répété devant le miroir pour garder une expression neutre, j'avais répété mon témoignage jusqu'à pouvoir le réciter sans émotion. Mais les voir en personne, habillés de leurs plus beaux habits, comme s'ils allaient à l'église au lieu du tribunal, m'a serré la poitrine. Maman portait le collier de perles que je lui avais offert pour la fête des mères, 3 ans plus tôt, acheté avec l'argent de ma première paie. Le voir semblait être un geste calculé, un rappel visuel de notre relation, destiné à me faire culpabiliser. Papa portait son costume bleu marine, celui qu'il avait mis à ma remise de diplôme, quand il m'avait dit à quel point il était fier de mes réussites. L'huissier a appelé à l'ordre, et je me suis forcé à regarder droit devant, plutôt que ma famille. Madame Winters m'avait coaché là-dessus. Garder son sang-froid. Ne pas leur montrer que tu es ébranlé. Se souvenir que l'émotion n'est pas une preuve. Le juge a examiné les preuves méthodiquement. Les signatures falsifiées étaient particulièrement accablantes, surtout combinées au changement de mail non autorisé. L'avocat de mes parents a soutenu que le statut de conjoint donnait à mon père une large autorité sur les fonds,
mais le juge semblait sceptique. Le tribunal reconnaît que les comptes joints sont compliqués dans les situations familiales, a déclaré la juge Morrison, en regardant par-dessus ses lunettes. Cependant, les preuves de signatures falsifiées et de modifications non autorisées des notifications de compte suggèrent une tentative délibérée de dissimuler ces transactions au titulaire principal. Cela dépasse un simple litige sur l'accès au compte, pour entrer dans le domaine potentiel de la fraude. Nous avons fait une pause pour le déjeuner. Je me suis assise seule à la cafétéria du palais de justice, poussant un sandwich triste dans mon assiette. Une ombre s'est projetée sur la table. Ça te dérange si je m'assois? C'était Kevin. J'ai haussé les épaules, trop fatigué pour discuter. Il s'est assis lourdement, l'air presque aussi épuisé que moi. Il pourrait perdre la maison, a-t-il dit sans préambule. Leur avocat dit que si le jugement est contre eux, ils devront vendre pour te rembourser. Je sais. Et ça ne te dérange pas? Est-ce que ça te dérange, toi, qu'ils aient détruit mon avenir pour toi? J'ai croisé son regard. Question honnête, Kevin. Si les rôles étaient inversés, s'ils prenaient ton argent pour payer quelque chose dont j'avais besoin, serais-tu aussi compréhensif qu'ils attendent que je le sois? Il a détourné le regard. Probablement pas, voilà ta réponse. Je suis en thérapie, maintenant. Une vraie thérapie, pas seulement les réunions pour la dépendance au jeu. J'essaie de comprendre pourquoi je n'arrête pas de me saboter. Il a ri amèrement. Mon thérapeute dit que je faisais peut-être des crises parce que je n'ai jamais eu l'impression d'être à ta hauteur. L'élève modèle, l'enfant parfaite, la préférée de tous. Pendant ce temps, j'étais le raté qui ne pouvait rien faire de bien. Alors, tu as perdu 47 000 € au jeu pour prouver quoi, exactement? Que tu es vraiment un raté? Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. On n'a jamais l'impression que ça va aussi loin, jusqu'à ce que, soudain, ce soit le cas. Et tu es tellement enfoncé que tu ne vois pas d'issue. Il s'est frotté le visage, fatigué. J'ai dit à papa de ne pas prendre ton argent. J'ai dit que je trouverais autre chose, mais il a insisté. Il a dit que la famille prend soin de la famille. Il a dit que tu finirais par comprendre. Eh bien, je ne comprends pas, et je ne comprendrai jamais. Je sais. Je voulais juste que tu saches que j'ai essayé de les arrêter, pour ce que ça vaut. Ça ne vaut rien, Kevin. Tu aurais pu trouver un travail. Tu aurais pu déclarer faillite. Tu aurais pu faire face aux conséquences, au lieu de les laisser détruire mon avenir pour te sauver du tien. Il a hoché lentement la tête et s'est levé. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis. Je l'ai regardé s'éloigner et je n'ai rien ressenti. Peut-être étais-je devenu le robot froid dont il m'avait accusé. Ou peut-être avais-je simplement appris à me protéger. L'audience a repris. Madame Winters a appelé Monsieur Patterson comme témoin pour authentifier les relevés bancaires et expliquer les violations de la politique. Son témoignage a été accablant, exposant en détail comment mon père avait systématiquement contourné les procédures normales conçues pour protéger les titulaires de comptes. L'avocat de mes parents a appelé des témoins de moralité, des voisins et des amis de la famille qui ont témoigné de leur bonté, de leur dévouement envers leurs enfants, disant que ce n'était qu'un malheureux malentendu qui avait pris des proportions démesurées. J'ai assisté à tout cela, les mains jointes sur mes genoux, gardant la même expression neutre que j'avais répétée devant le miroir. Quand ce fut mon tour de témoigner, Madame Winters m'a fait parcourir la chronologie, la découverte de la lettre de Georgetown, la confrontation avec ma mère, la découverte des signatures falsifiées, les mois de planification que mon père avait entrepris pour vider systématiquement le compte à mon insu. Mademoiselle Brennan, pouvez-vous parler au tribunal de votre dossier scolaire, a demandé Madame Winters. J'ai récité les faits, une excellente moyenne, présidente de la National Honor Society, capitaine de l'équipe de débat, du bénévolat à la bibliothèque, une bourse d'études partielle pour Georgetown couvrant la moitié des frais de scolarité, mon fonds d'études étant censé couvrir le reste. Des projets d'étudier les relations internationales et de travailler, à terme, dans la diplomatie ou les affaires étrangères. Et quels sont vos projets maintenant? Je suis inscrite à l'université d'État, à partir de janvier. Je travaille à plein temps pour économiser pour les frais de scolarité, car je devrais contracter des prêts. J'étudierai toujours les relations internationales, mais les opportunités de réseautage et les programmes de stage à Georgetown étaient uniques. J'ai perdu l'accès à ces relations et à ce prestige, ce qui aura un impact sur mes perspectives de carrière, dans un domaine où la réputation et les relations comptent énormément. Le contre-interrogatoire a été brutal.
L'avocat de mes parents m'a dépeinte comme une enfant gâtée et capricieuse, une privilégiée qui piquait une crise parce qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Il a laissé entendre que j'exagérais l'impact sur mon avenir, que l'université d'État était très bien, que j'étais vindicative et cruelle envers les parents qui m'avaient élevée et aimée. N'est-il pas vrai, mademoiselle Brennan, que vos parents vous ont soutenu toute votre vie, vous ont fourni nourriture, logement, vêtements, éducation? Si. Et n'est-il pas vrai qu'ils faisaient face à une situation de crise lorsqu'ils ont accédé à ces fonds? Que la vie de votre frère était potentiellement en danger? La vie de mon frère était en danger à cause de ses choix. Cela ne donne pas à mes parents le droit de détruire mon avenir pour réparer ses erreurs. Donc, vous accordez plus de valeur à l'argent qu'à la famille. J'accorde de la valeur à l'honnêteté et à l'intégrité. Mes parents m'ont menti pendant des mois. Ils ont falsifié ma signature. Ils ont délibérément dissimulé leurs actions, parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était mal. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de confiance brisée et d'opportunités volées. La juge Morrison a demandé une brève suspension. À la reprise, elle a rendu sa décision préliminaire. Ce tribunal estime que les preuves de signature falsifiée et de modification de compte non autorisées sont claires et convaincantes. Bien que les cotitulaires de comptes aient un large accès au fonds, cet accès ne s'étend pas à la fraude et à la contrefaçon. Les arguments des défendeurs, concernant l'urgence familiale et les bonnes intentions, n'annule pas les moyens illégitimes utilisés pour accéder à ces fonds. Elle a regardé directement mon père. Monsieur Brennan, vous aviez des alternatives légales. Vous auriez pu demander directement à votre fille. Vous auriez pu contracter un prêt. Au lieu de cela, vous avez choisi la tromperie, et ce choix a des conséquences. Elle a ordonné à mes parents de rembourser la totalité des 47 000 €, plus les intérêts et les frais de justice, dans les 90 jours. S'ils ne payaient pas, leurs biens seraient saisis et mis en vente forcée. Maman s'est effondrée en larmes. Papa est resté rigide et silencieux. Kevin fixait le sol. Je n'ai ressenti qu'une satisfaction lointaine, comme si je regardais un film dont la fin était prévisible, mais néanmoins gratifiante. À l'extérieur du palais de justice, Madame Winters m'a serré la main. Vous vous en êtes bien sorti. Je sais que ce n'était pas facile. Que se passe-t-il maintenant? Nous attendons de voir s'ils se conforment au jugement. Sinon, nous entamerons des procédures de saisie de biens. Compte tenu de leur situation financière, ils devront probablement vendre la maison ou contracter un prêt important. Et s'ils ne font ni l'un ni l'autre? Alors le tribunal peut forcer la vente. Nous verrons bien le moment venu. Elle a fait une pause, me regardant attentivement. Il y a aussi la question du reste de mes honoraires. La provision couvrait le travail initial, mais l'audience et la préparation du jugement ont pris plus de temps. Vous me devez encore 1 800 €. J'ai hoché la tête, l'estomac noué. Entre les frais de justice et les frais de subsistance, mes économies avaient complètement disparu. Je devrais faire des heures supplémentaires à la librairie et prier pour qu'aucun imprévu ne survienne avant que je puisse reconstituer mon fonds d'urgence. 2 semaines se sont écoulées sans nouvelles de mes parents ou de leur avocat. Puis une lettre recommandée est arrivée. À l'intérieur, un chèque de banque pour le montant total, plus les intérêts, ainsi qu'une brève note formelle indiquant que l'affaire était réglée et me demandant de signer une décharge confirmant le paiement intégral. J'ai longuement regardé le chèque avant de le déposer via mon application mobile. Madame Winters a examiné le formulaire de décharge et a confirmé qu'il était standard avant que je ne le signe. Et voilà, c'était fini. Le jour même où le chèque a été encaissé, j'ai payé à Madame Winters les 1 800 € restants que je lui devais. Ensuite, j'ai transféré 45 000 € sur un compte d'épargne à haut rendement, spécifiquement destiné aux frais de scolarité. Le montant restant couvrait mes frais de subsistance et me donnait une petite marge de sécurité pour les urgences. Après des mois d'anxiété financière, avoir cette sécurité semblait surréaliste. Sauf que ce n'était pas vraiment fini. Mes parents avaient contracté une deuxième hypothèque pour payer le jugement. Ils ont appelé ça mon héritage, affirmant que j'avais pris ma part future de leur succession en avance, et que je ne devais rien attendre d'autre à leur mort. Je leur ai dit que je ne voulais rien d'autre d'eux, ni maintenant, ni jamais. Kevin est allé en cure de désintoxication, un programme ordonné par le tribunal, après s'être fait à nouveau arrêter pour avoir organisé une partie de poker illégale. Maman m'envoyait des nouvelles que je ne demandais jamais, des lettres suppliantes me priant de leur pardonner, de comprendre qu'ils avaient été désespérés et effrayés. Papa n'a rien envoyé.
Je me suis jeté à corps perdu dans la préparation du semestre de printemps. L'argent du jugement est allé sur un nouveau compte, dans une banque différente, où personne d'autre n'avait accès. Je l'ai utilisé pour payer intégralement les frais de scolarité de ma première année et j'ai placé le reste sur un compte d'épargne à haut rendement. Commencer les cours en janvier, c'était comme sortir d'un long tunnel pour revoir la lumière du jour. Le campus était plus grand et moins prestigieux que Georgetown, mais mes professeurs étaient passionnants et stimulants. J'ai rejoint l'équipe du modèle des Nations Unies et j'ai commencé à tisser de nouveaux liens, à saisir de nouvelles opportunités. Ce n'était pas le chemin que j'avais prévu, mais c'était le mien, gagné par ma propre résilience, plutôt qu'hérité d'un argent familial et de promesses non tenues. 3 mois après le début du semestre, j'ai reçu un email du bureau des admissions de Georgetown. Ils avaient entendu parler de ma situation par Linda Hartley, qui avait apparemment gardé mon dossier actif et plaidé en ma faveur auprès du comité des bourses. Georgetown m'offrait une bourse complète pour l'automne suivant, incluant le logement et une généreuse allocation pour les dépenses, si je voulais être transféré. J'étais assise dans ma chambre d'étudiante, à lire et relire l'email. 1 an plus tôt, cela aurait été tout ce que je désirais. Le rêve retrouvé, l'avenir restauré. Mais j'avais construit quelque chose de nouveau, sur les cendres de cet ancien rêve. J'avais des amis ici, des professeurs qui connaissaient mon nom, un travail sur le campus, un projet de recherche sur les relations diplomatiques en Asie du Sud-Est. Recommencer à Georgetown signifiait laisser tout cela derrière moi, juste pour prouver que je pouvais encore atteindre le chemin prestigieux, malgré le sabotage de ma famille. Je n'avais plus rien à prouver. J'ai répondu en les remerciant pour leur offre incroyable, mais en expliquant que j'avais trouvé ma place à l'université d'État et que je voulais voir où ce chemin me mènerait. La décision semblait juste, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fierté ou la vengeance, mais tout à voir avec le fait de me choisir, moi, selon mes propres termes. La dernière fois que j'ai vu mes parents, c'était à l'enterrement de ma grand-mère, cet été-là. Nous étions polis et distants, comme des connaissances qui s'étaient autrefois mieux connues. Kevin était là avec sa nouvelle petite amie, l'air en meilleure santé que je ne l'avais vu depuis des années. Il était sobre depuis 6 mois et travaillait comme directeur dans un magasin de sport. « Tu as l'air en forme », a-t-il dit pendant la réception. « Heureuse », ai-je dit. « Je le suis. »« Toi aussi. »« J'essaie. »« Un jour à la fois, comme on dit. » Il a hésité. « Pour ce que ça vaut, tu as eu raison de faire ce que tu as fait. » J'avais besoin de faire face aux conséquences, et ils avaient besoin d'apprendre qu'ils ne pouvaient pas continuer à me couvrir. Je ne l'ai pas fait pour donner une leçon à qui que ce soit. Je l'ai fait parce que c'était mon argent et mon avenir. Je sais, mais ça a quand même eu cet effet. C'est drôle, comme les choses se passent. Nous n'avons pas échangé nos numéros ni promis de rester en contact. Certains ponts sont brûlés pour de bonnes raisons, et c'est très bien comme ça. J'ai obtenu mon diplôme quelques années plus tard, en relations internationales, avec une mineure en économie. Ma thèse sur les sanctions économiques et les négociations diplomatiques a reçu les honneurs du département et a été publiée dans une revue de recherche. J'avais obtenu un stage au département d'État pour après l'obtention de mon diplôme. Maman a envoyé une carte pour me féliciter. Papa, non. Je portais ma toge et ma toque seule, assise avec les amis que je m'étais fait pendant mes années à l'université d'État. La famille que j'avais choisie, plutôt que celle dans laquelle j'étais né. Le stage s'est transformé en une offre d'emploi. 2 ans après mon diplôme, je travaillais comme analyste junior à Washington DC, vivant dans un minuscule appartement et construisant la carrière que j'avais toujours voulu. Elle était différente de ce que j'avais imaginé à 18 ans, le chemin plus sinueux et le calendrier retardé, mais la destination était la même. Je ne me suis jamais réconcilié avec mes parents. Parfois, les gens me demandent si je le regrette, si j'aurais aimé être plus indulgente, si la famille vaut plus que l'argent. Je leur dis la vérité. Il ne s'est jamais agi de l'argent. Il s'agissait du mensonge, de la trahison, du mépris désinvolte de mes rêves pour permettre l'autodestruction de mon frère. Certaines choses, on les pardonne, et d'autres, on y survit simplement, et on passe à autre chose. Des années plus tard, en travaillant tard dans mon bureau au département d'État, je repensais parfois à cet après-midi d'où tout s'est effondré. À la fille que j'avais été, si certaine de son chemin est dévastée par sa destruction. J'aurais aimé pouvoir lui dire qu'elle survivrait à ça, qu'elle construirait quelque chose de mieux à partir des décombres, que la force nécessaire pour se défendre lui servirait mieux que n'importe quel diplôme d'une grande université. Mais peut-être le savait-elle déjà.
Peut-être est-ce pour cela qu'elle est entrée dans la banque ce jour-là, au lieu d'accepter ce qu'on lui avait dit être inévitable. Peut-être est-ce pour cela qu'elle a engagé une avocate, intenté un procès, et refusé de reculer quand tout le monde lui disait qu'elle avait tort. Peut-être avait-elle toujours eu cette force. Elle avait juste besoin d'une raison de l'utiliser. Le fonds d'études que mes parents ont volé m'a acheté plus qu'une éducation. Il m'a appris que je pouvais survivre à la trahison, me défendre, et construire une vie selon mes propres termes. Cette leçon valait plus que n'importe quel frais de scolarité.